Merci beaucoup. Merci. La première fois que j'ai marché le long du Pô, je vais juste passer, voilà. La première fois que j'ai marché le long du Pô et que j'ai croisé le commissaire Sonnery, j'étais dans le sud de la France, avec du soleil et des vignes autour de moi, sans brouillard et sans cadavres, dans une ambiance assez éloignée du fleuve des Brumes, plaisir de ces lectures d'été qui nous emportent dans diverses histoires et dans d'autres paysages. C'était l'été 2016. Je découvrais alors la première publication d'une nouvelle maison d'édition créée au printemps de cette année-là, les éditions Agulot. Je connaissais à peine Sébastien Vespizer, un des créateurs et piliers d'Agulot, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir et que vous verrez tout à l'heure forcément autour de la librairie. Sébastien, que je remercie d'avoir permis la présence ce soir à Thionville et demain de Valerio Varesi. Cette lecture estivale allait devenir, je ne le savais pas encore, le début d'une belle aventure littéraire qui est devenue aussi assez rapidement une aventure professionnelle et humaine, puisque pour celles et ceux à qui ça aurait échappé, je suis représentant d'éditeur et j'ai la chance depuis 2017 de m'occuper notamment du catalogue de cette belle maison d'édition où se retrouvent des autrices et des auteurs contemporains européens, et parmi eux, Valerio Varesi. Avant de rencontrer Valerio Varesi, j'ai d'abord fait la connaissance du commissaire Franco Sonnery de la brigade criminelle de Parme, et je dois faire une révélation, et je compte, Valerio, sur ta discrétion pour ne pas ébruiter la chose, mais je suis également tombé assez vite amoureux de l'avocate Angela Cornelio. Quel plaisir à chaque printemps de retrouver ainsi Angela et inévitablement, bien sûr, le commissaire Sonnery. Chaque printemps, au fil des parutions des enquêtes du commissaire Sonnery, retrouver Parme ou Montelupo, traverser des paysages de brouillard ou de brume, des vallées encaissées ou des routes enneigées, des coins de montagne ou les ruelles du Parma Vecchio, des saisons ou des générations, cueillir des champignons en forêt ou manger des annolini et du sanglier, boire un verre ou refaire le monde. Chez Valerio Varesi, tout est affaire de décor, d'ambiance et d'atmosphère. Simenonien, pourrait-on dire, ou peut-être simplement varésien. Une écriture très belle, noire, efficace, poétique, ritale, politique, avec ce goût pour la géographie, la beauté et l'intensité des lieux, le sens des descriptions, des intrigues captivantes et des personnages qui tiennent debout, et ce besoin de remuer l'histoire, ce passé qui ne passe pas, comme vous aimez à le dire, Valerio, et d'interroger l'époque, ce que vit l'Italie, et par extension, ce que vit l'Europe. Vous l'aurez compris, j'aime le travail de Valerio Varesi, et pour l'avoir déjà croisé plusieurs fois, j'aime bien le bonhomme. Tout comme j'aime ce flic, Franco Sonnery, idéaliste et gourmand, attachant et tenace, philosophe et amoureux. En préparant cette soirée, j'ai retrouvé ces 3 phrases que j'avais annotées, extraites, je crois, de la Pension de la Via Safi, qui doit être le 2e roman, si j'ai bonne mémoire. Ils entrèrent dans la torréfaction du Piazzale Picelli, encore un lieu qui rappelait au commissaire un passé libertaire, fait de révoltes et de grands personnages, des fantômes oubliés, exposés sur des plaques de marbre à l'entrée des rues d'une ville amnésique. Dans L'autre loi, la 10e enquête du commissaire Sonnery, Franco, qu'on voit se transformer au fil des années, doit faire attention à ce qu'il mange, car à force de se mettre un peu trop à table, il a fini par avoir du cholestérol. Est-ce cette perspective qui fait dire à Angela « il ne reste que le sexe », là, il faut s'y consacrer entièrement et se mettre à nu. C'est de tout ça dont nous allons parler ensemble, cher Valerio, au cours de ce grand entretien, à l'occasion bien sûr de la parution de ce nouveau roman, dont le titre original, c'est important, est « Il commissario Sonnery et la legge del Corano ». C'est pas mal, hein? Ouais. Ce sont mes seuls mots d'italien.
Comme il serait extrêmement dommage d'ôter à celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu le plaisir de la lecture et du suspense, ou pire encore de vous divulgacher cette très efficace enquête, comme disent les Québécois, nous allons parcourir l'œuvre de Varisi par des chemins de traverse. Je vous ai demandé, Valerio, le choix d'un lieu, d'une image, d'un mot, d'une personnalité, d'un livre et d'une musique. Et je sais qu'on va retrouver le commissaire Soneri sur notre chemin et que nous prendrons aussi du temps tout à l'heure pour les questions du public. Merci beaucoup, Valerio, d'être là. Mais avant de découvrir vos choix, démarrons par une première question. Qui êtes-vous, Valerio Varisi, et d'où venez-vous ? D'abord, je veux dire que je parle un peu français, mais je préfère m'exprimer en italien parce que je n'ai pas violé votre belle langue et surtout parce que Leonardo est très bravo. Je veux remercier tous et Pascal qui a fait organisé toute la rencontre. Allora, io sono uno scrittore italiano che è stato avvicinato molto alla scuola francese, in particolare a Jean-Claude Izzot, a Henri Manchette, Jean-Patrick Manchette. E quello che scrivo è scrivo storie che sono chiaramente poliziesche, ma al tempo stesso sono storie che approfondiscono la società italiana. Alors, je suis un écrivain italien. Vous entendez bien, pardon ? C'est bon ? Je me Merci. suis rapproché de l'école française et bien sûr, j'ai été influencé par beaucoup d'auteurs et notamment la plupart de mes livres traitent de la criminalité, des romans policiers. E in altre parole, io colgo l'occasione di un'indagine su un assassinio per capire non solo chi è stato a uccidere, ma soprattutto perché questo è successo. E quindi questo approccio, diciamo, indiretto al poliziesco mi permette di raccontare il mondo d'oggi. Et dans le livre, il ne s'agit pas uniquement de comprendre qui a été assassiné ou qui a assassiné, mais aussi de comprendre bien plus au-delà. Et il s'agit aussi de raconter d'autres choses à côté de ce meurtre. Perché, come diceva Manchette, il romanzo giallo, il romanzo polar, deve essere inquietante, deve porre delle domande, deve scandagliare, criticare la società attuale e approfondirne gli aspetti e le ragioni per cui dentro all'animo umano, ma in generale nella società, allinea il male e si esplode in un fatto di criminoso, che ha sempre, quasi sempre, delle ragioni anche sociali. Alors, comme disait Manchette, il faut aussi critiquer la société parce qu'il y a bien évidemment aussi des aspects qu'on faut parler. Et que le mal, le mauvais dans la vie, a toujours des raisons sociales. E come diceva un grande scrittore italiano che io amo molto, che non passa generalmente per essere uno scrittore di gialli, ma di letteratura altra, bianca, come dite voi, blanche, diceva che il delitto è una depressione ciclonica, vale a dire c'è il libero arbitrio di chi commette il delitto, ma al tempo stesso intorno c'è una serie di forze che hanno ragioni sociali, appunto, che riguardano il contesto sociale e che producono e aiutano la volontà dell'assassino di uccidere. Alors, j'essaye de faire de mon mieux. Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, comme vous dites, ici en France, il y a ce roman blanc. C'est ça.
la littérature blanche. Et l'assassin... attends. Les assassins, il a un libre arbitre de tuer quelqu'un d'autre, mais aussi il est aidé dans comme dit, dans une dépression cyclonique, comme le cyclone, non? Qui est composée par des forces qui sont des régions sociales, qui trouvent sa origine dans la société et dans le contexte social. Donc il y a de sociétés plus criminelles, qui produisent plus de crimes, et des autres. Non? Une société, par exemple, comme quel Américain, qui est individualiste, il est une société où l'individu doit avoir des sujets, des succès, parce que j'ai fait des gaffes en français, excusez-moi. Et s'il n'a pas de succès, il est émarginé, il est au bord de la société. Et donc, qui est au bord de la société, il a la revanche, l'esprit de revanche. Et il faut qu'il prenne parfois des armes et va tuer quelqu'un, non? Parce que il pense c'est ma faute si je n'ai pas de succès, mais peut-être qu'il est aussi la société qui a condamné moi à être au bord de la société. Et particulièrement dans les États-Unis, il y a aussi des régions, l'Amérique profonde, il y a la religion calviniste, non? Donc, si tu n'as pas de succès, tu es aussi émarginé de Dieu. Tu es au dehors de la civitas Dei. Pas Dieu te voit. Alors, on va essayer de reprendre peut-être en faisant des réponses plus courtes pour permettre à Leonardo de... Voilà. Valerio, tu as été longtemps journaliste. On parlera de philosophie tout à l'heure, mais tu as été longtemps journaliste à la Repubblica, je crois. D'où vient ce besoin de venir à la littérature et de raconter la société par un autre biais que le journal, en passant par un roman? Donc là, des réponses plutôt courtes pour permettre à Leonardo de... Sì, allora io nasco prima come scrittore, io ho cominciato a scrivere in adolescenza, quindi a 17 anni ho pubblicato i primi racconti sul mio giornale, sul giornale locale della mia città che è Parma. J'ai commencé déjà à l'âge quand j'étais adolescent, donc à un âge très jeune, à être écrivain et de publier des articles sur un journal local de ma ville Parme. Poi ho fatto degli studi che sono una scelta del cuore, insomma, il mio interesse culturale si rivolgeva alla letteratura, alla filosofia, quindi ho studiato filosofia a Bologna e non avendo, almeno in quel periodo in Italia, molti sbocchi professionali con una laurea in filosofia, ho pensato di trovare un mestiere che mi permettesse di fare la cosa che mi piace di più, vale a dire scrivere. Alors, j'ai fait un choix lorsque j'ai choisi mes études, c'est-à-dire que j'ai choisi la philosophie. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Alors je me suis dit que je vais faire quelque chose, un métier qui me plaît, et c'est donc être écrivain et écrire. Quindi ho cominciato a collaborare con giornali italiani da studente, quindi ho cominciato a mandare articoli, alla fine mi è andata bene, mi ha assunto la Gazzetta di Parma, sono stato lì meno di 3 anni, poi sono approdato alla redazione bolognese di Repubblica dove ho svolto tutta la mia carriera professionale. Alors, j'ai commencé à écrire des articles, j'ai commencé à envoyer des articles à des magazines, à des journaux, et on m'a engagé à la Gazzetta di Parma. Et puis,
petit à petit, je suis passé à la rédaction bolognaise de La Repubblica, pour laquelle j'ai travaillé longtemps. Quindi dopo aver, come dire, trovato un lavoro, io parallelamente alla scrittura giornalistica ho cominciato a scrivere di letteratura. In quel momento mi pareva che il giallo, come si dice in Italia, il noir o le polar, come si dice in Francia, fosse uno strumento narrativo particolarmente adatto a raccontare il mondo d'oggi. Et pendant que j'écrivais j'étais journaliste, pendant que j'écrivais des articles pour des journaux, j'ai commencé aussi à écrire des romans, voilà. Et notamment le style que vous avez cité, voilà, était le bon pour raconter la société. Je disais, Valerio, qu'on va partir dans vos choix, on va partir sur un chemin. Je vous ai demandé un lieu et vous avez choisi ce lieu qu'on voit là derrière, qui est évidemment important dans votre œuvre, c'est Montelupo. Où est Montelupo et pourquoi ce lieu apparaît autant dans vos livres? Montelupo in realtà è una collina dietro dell'Appennino da cui provengono i miei genitori. È molto più noto Montelupo fiorentino, no? Perché è un luogo, c'è stato un manicomio criminale, quindi molto si parla di Montelupo fiorentino. Questo Montelupo è invece una località molto immaginaria mia, personnelle. Alors, pourquoi Montelupo? Parce que mes parents viennent de Montelupo, mais il faut dire que Montelupo Fiorentino a été beaucoup plus connu. Donc, voilà. C'est un endroit auquel je suis très très attaché, en fait. Perché da bambino io trascorrevo le vacanze estive dai miei nonni e i miei nonni mi parlavano di questo posto che per me era come un luogo esotico, era la savana, era come dire il mondo selvatico, ecco, aveva un alone, come dire, di mistero anche. Quand je passais mes vacances là-bas, mes grands-parents me racontaient de cet endroit qui était pour moi comme la savane, donc un désert. Et voilà, c'était un lieu mystérieux auquel j'étais très intéressé. E poi più tardi ho appreso che è un luogo anche dove è avvenuta una battaglia partigiana, quindi di scontri tra i partigiani italiani e le truppe nazifasciste. E quindi questo ha colorato ancora di più così il fascino di questa collinotta. Et plus tard, j'ai appris que c'était un endroit où il y avait une bataille entre les nazifascistes et les partisans, ce qui a encore exacerbé ma volonté ou le fait que ce lieu soit encore plus intéressant pour moi. L'autre lieu important, évidemment, dans votre travail, c'est Parme. La Parme, c'est une ville. Pourquoi cette ville? Parma è una città che rappresenta, come dire, una medietà delle città del nord della pianura padana. Quindi io racconto Parma perché conosco molto bene Parma. E come diceva Chekhov, bisogna raccontare, se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio, no? Alors pourquoi Parme? Parce que c'est une ville de la Pianura Padana, donc une ville assez importante, et parce que c'est une ville que je connais assez bien. Et comme cet fameux auteur disait, il faut raconter sa propre ville que l'on connaît très bien. Ed è una città ricca, è una città tranquilla dove in realtà non ci sono molti omicidi, anzi pochissimi, ma dove vive una criminalità che è soprattutto tra il livello dell'economia e il livello della politica, quindi la corruzione, quindi la concussione, questo tipo di reati. En fait, Parme est une ville assez riche
où il n'y a pas beaucoup de meurtres, mais il y a ces disputes, voilà, plutôt au niveau de l'économie et de la politique, donc à savoir la corruption. Penso che voi conosciate Parma per le jambon, pour le fromage, pour la sauce de tomates. È una città che ha fatto dell'agroalimentare la sua ricchezza, vale a dire ha trasformato i prodotti della terra in prodotti industriali. Ci sono grandi aziende come Barilla, Mutti, Parmalat, tutta la filiera appunto dei salumi e del formaggio. Voilà, donc c'est une ville qui a su transformer l'agriculture en produits industriels. Il y a beaucoup d'entreprises comme Barilla, Mutti, etc., qui sont connues dans tout le monde et qui contribuent au succès et à la richesse de cet endroit. È anche una città che ha avuto una storia molto importante perché nel 1922 è stata l'unica città che si è opposta alle truppe fasciste che entravano trionfalmente in tutte le città prendendo il potere, ha fatto le barricate, ha respinto i fascisti e poi negli anni 70 è stata una delle città italiane più avanti per quel che riguarda il welfare state, no? L'assistenza per i più deboli, gli handicappati, gli anziani. Donc Parme était la seule ville qui, en 1922, s'est opposée aux fascistes qui sont entrés dans les villes. Donc ils ont vraiment essayé d'arrêter leur avancement. Et en 1970, c'était aussi la seule ville, en tout cas une des premières villes qui ont contribué au welfare state, c'est-à-dire d'aider les personnes les plus faibles, donc avec des handicaps, etc. Je vais juste lire un tout petit extrait, c'est dans l'autre loi. Chaque fois, il sentait l'appel de ses Apennins, d'une vie silencieuse, faite de peu de choses essentielles, où les mots pouvaient construire encore tout un réseau de pensées. Il désirait la force basique de la terre, de la roche et des bois, quelque chose contre quoi on puisse se cogner jusqu'à être certain de son irréductible consistance. Il en avait assez des ombres, des apparences et de l'immatérialité, assez de marcher sur un sol solide mais invisible, et à chaque pas plus incertain, une plaque transparente où le ciel se montrait au-dessus comme au-dessous. Vous avez un sens de la description des paysages, et je crois avoir lu quelque part que vous expliquez que les lieux, les paysages, sont des personnages à part entière de vos livres. Sì, senza dubbio, cioè, io credo che il romanzo polare, in particolare la declinazione del noir, come si dice in Italia per distinguerlo dal giallo classico, abbia bisogno di un contesto a volte urbanistico, a volte paesaggistico in senso naturale, insomma. Quindi io ritengo che tutto lo scenario dentro il quale si svolge l'azione debba essere, come dire, intonato alla storia stessa e in qualche modo darne il colore. Alors oui, tout à fait. Le roman noir, comme Valérie disait, ça illustre vraiment les paysages et ça fait partie ça aide à raconter tout le contexte. Et voilà. Il contesto è, come dire, il noir ha bisogno di un colore, di un'atmosfera, Voilà. di un mondo che sta attorno, che avvolge la storia. E io credo che la nebbia della mia città sia un ambiente ideale per creare l'atmosfera di un noir. E così come per esempio altri luoghi come il Po, dove la nebbia c'è, ma anche l'Appennino con le sue ombre. Donc voilà, le brouillard de Parme et bien sûr aussi le fleuve Po ou l'Appennino, c'est vraiment des exemples qui aident à décrire bien cette atmosphère et qui donnent la couleur au contexte et à l'histoire. Excusez-moi, je fais une précision. En Italie, ils parlent de giallo
quand il y a un roman classique de policier classique comme la traduction anglo-saxonne, non? Il parle de noir quand il y a une enquête dans la société. Donc, ouais. et le protagoniste n'est peut-être pas un policier, mais quelqu'un d'autre, aussi l'assassin. Et je ne sais pas si en France c'est la même chose. Je sais pas. Ça, ouais. Sébastien Vespizer. Attends, prends un micro, Sébastien, viens. Il y a un micro derrière il y a un micro derrière toi. C'est Sébastien Vespizer qui est l'éditeur français de Bonsoir. Valerio. Donc en France, il y a 3 pays qui ont codifié le polar contemporain dans le monde. Les États-Unis, la France et l'Italie. Les États-Unis, l'Angleterre et la France, pardon. Donc nous, par exemple, en France, on a inventé ce qu'on appelle le polar en chambre. C'est Gaston Leroux. Ça veut dire qu'il y a un crime qui s'est passé dans un endroit, personne ne peut en sortir, et pourtant l'assassin en est sorti. Voilà, et donc il y a une trappe, un secret. Les Américains ont inventé le détective privé, ce qu'on appelle aux États-Unis le hard boil, donc le gars qui picole, qui tape dur, qui a toujours un peu des petites nénettes, comme on disait à l'époque. Et les Anglais ont inventé Conan Doyle, le Sherlock Holmes, ce qu'on appelle le roman à énigme, où il y a une résolution logique avec des indices et qui vous permettent ça. Alors après, évidemment, on considère aussi que Dostoïevski, encore avant, est un écrivain de polar désormais, et on a retrouvé du polar en Chine au 15 ou 16e siècle. Bon. Mais grosso modo, le polar contemporain, c'est organisé comme ça. Et ensuite, ça se resubdivise. Ce que vous explique Valerio, en Italie, par exemple, on ne dit pas le noir, on dit le giallo. Giallo, ça veut dire jaune. Pourquoi ? Parce que les premières couvertures de polar en Italie, en France, elles étaient noires. En Italie, elles étaient jaunes. Voilà, ça s'explique. C'est aussi bête que ça. Ce qu'on appelle, tout à l'heure, il a cité quelque chose qui est la littérature blanche. Ça vient des couvertures des livres de Gallimard qui étaient blancs et leur collection de polar était noire. Voilà, c'est pas chercher midi à 14h, c'est juste ça. Et donc, on subdivise ce que nous, on appelle beaucoup en France le polar, la tradition dans laquelle s'inscrit Valerio, dont il vous a parlé tout à l'heure avec Jean-Claude Izzo, qui parle de Marseille, Jean-Patrick Manchette, qui est un écrivain des années 70-80, qui est aussi un scénariste de cinéma. C'est du polar très politique, très social. C'est aussi Jean-Patrick Manchette qui a lancé Elroy en France. C'est ce qu'on appelle du polar social. Ce qu'explique Valerio avec cette histoire de cyclone, c'est que s'il y a un meurtre, tout autour, c'est la société qu'on retrouve. Le meurtrier n'est finalement que d'une certaine façon le résultat d'un ensemble social. Et donc, il va s'attacher en tant qu'écrivain à décortiquer la société dans laquelle ce crime apparaît. Ce crime, ces crimes et tout ça. Et donc, effectivement, cette tradition du polar, qui est une tradition souvent politique, engagée, mais qui peut être tout à fait sociale. Elroy est, par exemple, quasiment d'extrême droite et Manchette est quasiment d'extrême gauche. Voilà. Donc, et Valerio, bon, bah, ça, vous le découvrirez. Voilà. Il est dans cette tradition d'écrivain qui s'oppose à aujourd'hui le grand genre dominant, et après j'arrête, le grand genre dominant qu'on appelle le thriller, où là vous avez des serial killers qui ont des QI de 250, alors que 9 fois sur 10, un serial killer, c'est juste quelqu'un qui obéit à une pulsion de mort et qui voit un caillou, qui voit quelqu'un qui lui tape sur la gueule. Enfin, c'est pas plus con que ça. Hein. C'est des gens, c'est pas tous des génies comme Hannibal Lecter. Et donc, c'est cette opposition entre une efficacité très anglo-saxonne, du rythme. Il y a toujours à la fin de la page, paf, vous êtes obligé de tourner la page parce qu'il y a un nouveau rebondissement. C'est l'opposition à une lenteur, à une description de la société, à une espèce de compréhension du monde dans lequel nous vivons toutes et tous. Voilà, c'est ça son travail et sa tradition. Ouais. Grazie mille, professore Sebasto. Transition, le bout de texte que je lisais tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait aussi
beaucoup de philosophie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de philosophie dans l'image que tu as choisie, Valerio, qui est celle-ci. J'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu as choisi le cri de Edvard Munch. Scusa, perché oggi credo che il mondo si stia veramente declinando verso delle mete molto pericolose, cioè stiamo lentamente ritornando a commettere gli stessi errori che abbiamo commesso non più tardi di 80 anni fa. Parce qu'en fait, la société est en train d'aller vers, de répéter des erreurs qu'on a déjà fait, notamment il y a 80 ans, donc avec la Deuxième Guerre mondiale par exemple. I latini dicevano che la storia è maestra di vita, ma probabilmente insegna ai banchi vuoti, e quindi io penso che quell'urlo è un urlo di orrore, un urlo di fronte all'avanzata delle guerre, al ritorno delle guerre in Europa dopo i massacri del Novecento, e anche verso una politica che va sempre più verso l'autoritarismo. Oui, on est en train d'aller vers vraiment ce retour vers comment expliquer l'autoritarisme et la crisi dei valori, no? La crise des valeurs, le retour par exemple, de fascisme, de néofascisme en Italie, c'est actuel, non? Dans la Roumanie, dans l'Hongrie, l'Allemagne est retournée à un parti qui s'inspire à Hitler. Vous, en France, vous avez le Rassemblement national qui n'est pas naziste, mais il est d'extrême droite. Donc tout le monde va vers l'autoritarisme. On dit démocratura, non? Démocratura parce qu'elle est hybride. Il est un peu démocratie, mais un peu autoritarisme. Mais c'est le passage pour l'autoritarisme. Et donc, l'urlo, c'est l'horreur, non? Qu'est-ce que... Le cri de Munch, il est souvent considéré comme une crise d'angoisse existentielle. Et moi, quand je regardais ça, ça me ramenait à un philosophe que vous avez étudié, sur lequel vous avez travaillé, fait une thèse, c'est Kierkegaard, Søren Kierkegaard, philosophe existentiel, qui, je trouvais une citation où il dit « L'angoisse est le vertige de la liberté ». C'est aussi un peu ça, parce que je trouve que dans les enquêtes du commissaire Sonnery, il y a aussi une lecture philosophique qu'on peut en faire. Sì, sicuramente c'è una lettura filosofica, soprattutto è una lettura del mondo che si interroga sul senso della nostra vita, dell'essere individui dentro questo mondo. In un mondo... En fait, oui, c'est une lecture philosophique qui nous pose la question de comment... oui, il faut nous faire comprendre le sens de la vie. È un mondo che ha smarrito i valori unificanti, cioè, non ci sono più le narrazioni della storia, e sono scomparse le ideologie, ma anche gli ideali. Ah oui, les idéologies ont disparu, mais aussi les idéaux, quoi. E soprattutto è un mondo che è privo di speranza, cioè noi non abbiamo un'idea di futuro se non quella economica. Oui, il n'y a aucune prospérité, on n'a aucune idée de comment procéder à part au niveau économique. E noi l'unico valore riconosciuto è il valore di scambio, il denaro, e l'unico parametro che ci guida è la tecnologia e l'economia. La seule chose, enfin tout tourne autour de la monnaie, de l'argent, et la seule chose qui nous fait avancer ou
ou laquelle nous intéresse, sur laquelle on veut avancer, c'est la technologie et l'économie, bien sûr. E quindi nessuna società può reggersi e può stare assieme se non c'è un'idea comune, no? O più idee comuni che si confrontano, questo come avevamo nel dopoguerra. Il dopoguerra uno poteva essere, che so, adesso qui faccio un paragone italiano, ma uno poteva essere comunista, socialista, riformista, democratico cristiano, liberale, persino monarchico, no? Per i nostalgici, però tutti avevano quest'idea di assieme. Voilà, on a plus, on peut plus nous comparer, par exemple, nos idéologies. Avant, dans l'après-guerre, il y avait, par exemple, ceux qui étaient communistes, ceux qui étaient démocrates, ceux qui étaient fascistes, et tout ça. Et donc, il y a vraiment ce manque d'idéologie. Un'idea de monde, un'idea de société, no? Pour reconnaître tous les individus, no? Pour dire je ne suis pas seul, je marche avec des amis, des personnes qui partagent avec moi ma idée du monde. Aujourd'hui, nous sommes seuls, comme dit Leibniz, un monade, une unique, un homme seul comme dans la mer. Est-ce que ce cri de Munch, c'est aussi un peu Soneri dit à un moment donné qu'il est en colère, je suis en colère, sauf quand je me mets à table où là je suis joyeux. Sì, Soneri si sente in contrapposizione al mondo, cioè il mondo che come sta manifestandosi è un mondo che lui non condivide. Bah oui, Soneri, il s'oppose un peu au monde auquel il fait face. Il l'aime pas, il s'oppose, il le comprend pas. Lui ha pensato da giovane un mondo diverso che doveva andare in una direzione e invece il mondo è andato nella direzione opposta. Quand il était jeune, il pensait à un monde dans la direction qu'il pensait qu'il allait aller, mais évidemment, le monde a pris une autre direction. E l'unico elemento di consolazione è mangiare, cioè condividere. Forse la tavola e quel rettangolo che ci sta davanti è l'unica cosa che ancora ci accomuna per certi versi. Ouais, la seule chose, je pense que vous l'avez compris, la seule chose qui nous rassemble un peu, qui nous fait un peu qui nous apporte un peu de joie, c'est notamment le manger, la table, et partager ensemble un repas, par exemple. Perché per me il cibo non è soltanto sapore, palato, è qualcosa, come dire, di un elemento culturale, cioè il cibo ci racconta noi, la nostra storia. Ce n'est pas que des saveurs, c'est vraiment une culture, c'est l'alimentation nous raconte, c'est vraiment un phénomène culturel qui est très très marquant. Quindi è un riconoscersi, è uno dei pochi elementi in cui ci riconosciamo, è uno dei pochi elementi che ha resistito alla globalizzazione, che ancora le grandi multinazionali del cibo che vengono da paesi analfabeti in fatto di cibo, che non sanno mangiare, non sono riusciti a scalfire le buone tradizioni alimentari dei paesi mediterranei, cioè dell'Italia, della Francia, della Spagna, della Grecia. Voilà, l'alimentation, le manger, c'est la seule chose notre seule façon de nous faire reconnaître. Les multinationales n'ont pas réussi à franchir ou à détruire ce phénomène. Donc ils n'ont pas pu tuer, on va dire, les traditions culinaires de la France, de l'Espagne, de l'Italie et bien d'autres pays aussi, de la Grèce. Je trouve que la philosophie de Franco Soneri est presque une réponse alimentaire à cette fameuse citation de Stig Dagerman, je ne sais pas comment c'est traduit en italien, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Il y a un livre qui se vend beaucoup en France, mais sûrement aussi en Italie. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Voilà. Mais... Ah oui, sì, cioè il cibo è in qualche modo
un elemento sì, consolatorio, un elemento che ancora ci riconnette a... noi amiamo i sapori che abbiamo amato da ragazzi, da giovani, no? Della famiglia, in un mondo in cui la trasmissione delle esperienze generazionali si è interrotta, forse il cibo è quello che riesce a ricongiungere le generazioni. Oui, donc le manger, l'alimentation, c'est ce qui nous connecte encore, malgré le fait qu'il y a beaucoup de traditions qui n'ont pas, voilà, qui ne se transmettent plus. Peut-être que le manger, donc l'alimentation, est resté la seule chose qui nous rassemble un peu et qui nous connecte l'un avec les autres. Bien sûr, entre générations aussi. Oui, la transmission de l'expérience de génération à autre, dans le père à le fils, et c'est interrompu. Oui, la transmission s'est interrompue d'une génération à Et l'autre. donc aussi l'histoire, la mémoire, il est cassé. On va reparler de ça tout à l'heure. Juste une citation de Valerio. Soneri avait même mis au point une métaphysique de l'excès. Ce n'était pas l'infini en lui-même qui nous inculquait les notions du divin, de l'immensité, mais bien les limites qui nous poussaient à les imaginer. Dans les villes brumeuses, on réfléchit, alors que devant la mer, on se laisse vivre. Là aussi, ça renvoie au paysage comme territoire de philosophie presque. Sì, allora lui dice sostanzialmente si ritrova nella nebbia, perché la nebbia è da una parte, come abbiamo detto, un elemento, un colore, un'atmosfera del noir. Bah oui, alors il se retrouve dans le brouillard et comme on a dit, ça fait partie de l'atmosphère du noir. La nebbia però è anche l'incertezza sia per quel che riguarda l'inchiesta, lui si trova di fronte a un mistero ed è la nebbia che lo rappresenta. Aussi, le brouillard représente aussi un peu le mystère dans l'enquête auquel il fait face. Ma è anche il suo stato d'animo, cioè la sua modalità di porsi nel mondo. Cioè lui non è sicuro, lui coltiva il dubbio cartesiano, no? Bah, c'est aussi son esprit de vie, c'est un esprit cartésien. Oui, egli dubita perché non è deduttivo, è induttivo, no? Cioè non ha un sapere da cui deduce le proprie conclusioni, ma assorbe quello che vede. Ouais, voilà, il absorbe ce qu'il voit. Il ne sait pas d'où proviennent les différents éléments. Donc, c'est comme Valérie dit, Oui, ça absorbe un peu. Nous avons parlé de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il connaît la chimique, la biologie, la balistique, il connaît tout. Et donc, la science, avec sa science, il fait des déductions. Sonnery, comme Maigret, il s'amuse, il absorbe tous les éléments et il raconte, il pense à la vie de la victime, il pense à la contexte social et il commence comme la science expérimentale, il fait des hypothèses et il va voir s'ils sont vraiment, et c'est comme dire, les méthodes, non, les méthodes scientifiques, un peu. Je vous ai demandé de choisir un mot. Vous avez choisi ce mot-là, engagement. Qu'est-ce que ce mot représente pour vous, Valerio Varesi? Io penso che la letteratura debba essere una letteratura impegnata, cioè che mette le mani, se le sporca dentro il mondo, cioè deve sondare il mondo. Bah, il faut que la littérature se fond dans le monde, se lance dans le monde et qui se s'allie, quoi. Cioè io non credo alla letteratura come intrattenimento, puro loisir, no? On lit, bon, je lis, c'est agréable, ma non credo a questo tipo di letteratura, credo che la letteratura debba essere
come dire, decifrazione della realtà. La littérature ne doit pas être un loisir, mais il faut qu'elle déchiffre la réalité. E quindi deve entrare dentro, come dire, deve impegnarsi e prendere posizione. Ecco. Elle doit s'appliquer et prendre position. Io amo gli autori che mi danno un'idea di mondo, che la loro idea di mondo, che un'idea di mondo è sempre engagée, è sempre impegnata, no? Bah, j'aime bien les auteurs qui ont leur propre idée du monde. C'è un dibattito in Italia dove ci si sta chiedendo: ma la letteratura deve essere impegnata oppure così, deve essere intrattenimento? E io, quando a me pongono questa domanda, io dico: ma prendete i grandi autori, no, italiani. Alors, il y a un débat en Italie qui dit que est-ce que la littérature doit être un loisir ou vraiment qu'elle soit appliquée. Et je dis qu'il faut regarder les grands auteurs. Dante, la comédie, no? On peut se demander, uno può chiedersi: ma Dante era impegnato o no? Ma altro che impegnato, cioè è uno che va in guerra per la sua idea. Lui era un guelfo e prende un cavallo e la lancia e va a combattere i ghibellini. Bah, par exemple, Dante, avec la Divine Comédie, il se bat pour sa littérature, il prend le cheval et il part vraiment en guerre. Dante è uno che viene mandato via, cioè in esilio da Firenze perché appartiene a un partito che non è al potere. Dante est carrément expulsé de Florence, il est mis en exil parce qu'il appartient à un parti qui n'est pas au pouvoir. Ha scritto un'opera in cui teorizza i due poteri, spirituale e temporale. Prendiamo un altro autore, Manzoni, no? Manzoni è uno che si è battuto per il risorgimento italiano, per l'unità d'Italia. Par exemple, Manzoni, il s'est battu pour la renaissance de l'Italie. Vogliamo fare degli esempi francesi? Sartre, Camus, Malraux, sono degli autori che sono impegnati nel mondo, no? Bernanos. Io penso che la letteratura è questa, non è così l'intrattenimento. Voilà, donc donc il y a Sartre, etc. Donc ce sont vraiment les auteurs qui ont une idée du monde et qui... Thomas Mann che faceva i discorsi da Radio Londra e parlava agli italiani e ai tedeschi invitandoli a ribellarsi alle dittature. Thomas Mann qui incitait les gens en Italie et en France à s'opposer au pouvoir. Dunque i grandi autori sono tutti grandi autori engagé, impegnati. Non c'è una letteratura alta che possa essere disimpegnata, a parte che qualsiasi atto dentro la polis è politico, no? Quindi è già utopistico pensare che non sia la letteratura impegnata. Donc la littérature doit être engagée, elle ne peut pas être autrement, et dans la littérature, la grande littérature est tout engagé. La littérature, c'est notre vie, c'est l'analyse de notre vie, la distillation de notre vie, et donc ne peut pas être pas engagé, non? Est engagé pour définition, je pense. C'est ma opinion, mais c'est la réalité. Si je reprends tous vos livres, l'histoire, notamment ce que je disais tout à l'heure, ce passé qui ne passe pas est très présent, la politique est très présente, il y a énormément de discussions politiques d'ailleurs dans ce livre entre Franco et Angela. On voit passer dans ce livre, donc sans raconter l'histoire, parce que vraiment
on est surpris, il y a plein de pages sur ce qui s'y passe. C'est un livre qui est écrit en 2017. On y voit passer des militants d'extrême droite en Italie, des idéologues fascistes. On y voit passer des trafiquants de drogue. On y voit passer des militants islamistes qui utilisent d'ailleurs, pour certains, le parler des marxistes. On y voit également des citoyens de gauche qui se retrouvent plus très bien dans ce qu'ils sont. C'est d'ailleurs notamment le cas des discussions qu'il y a entre Franco et Angela. Je voudrais juste lire un petit extrait d'un dialogue qu'ils ont à un moment. Enfin, c'est Angela qui parle. Elle dit « Nous sommes d'une autre génération, Franco. Nous avons grandi avec la politique, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. S'il y en avait, ces jeunes voteraient peut-être pour un parti de gauche qui leur offrirait une perspective de rachat. Il ne leur reste que la religion pour montrer qu'ils existent. Si tu veux, ce nouveau terrorisme plutôt lâche est une forme dégénérée de la lutte des classes. Et les classes organisées ayant disparu, il se nourrit d'actes isolés et retentissants, conçus sur mesure pour les médias. » Ces interrogations, il y en a énormément dans le livre. Ce qui se passe en Italie, ce qui se passe dans le reste de l'Europe, on en parlait tout à l'heure hors micro, la montée du fascisme, c'est aussi au cœur de ce livre, de quelques-uns des derniers livres. Ce n'est qu'un début, Commissaire Sonnery évoque aussi cette question-là, notamment dans les stades. Oui, comme je dis, c'est le passé qui ne passe pas. Parce que l'Italie n'a pas fait l'Italia non ha fatto i conti col fascismo, non ha avuto il processo a Vichy, non ha avuto il processo di Norimberga e di conseguenza tutto il mondo, l'apparato dello Stato fascista è traslato nella Repubblica. Dopo il 1945. En fait, l'Italie n'a pas vraiment, s'est pas vraiment débarrassée du fascisme parce qu'il n'y a pas eu le procès Vichy de Nuremberg, pardon. Et donc ça a shifté, donc ça s'est déplacé vers la République. En fait, le fascisme, on est passé directement du fascisme à la République. Tutto lo Stato, inteso come struttura, è rimasto lo stesso di Mussolini. La structure vraiment du gouvernement est restée la même que celle de Mussolini. E questo è il peccato originale della Repubblica Italiana, perché dopo tutto questo mondo, diciamo, rimasto fascista è entrato in collisione con le nuove istanze di sviluppo sociale, di sviluppo politico e questo ha creato poi tutto quel mondo post bellico che va dalle stragi nelle piazze fino alle bombe nelle banche, nelle stazioni. C'est ça qui est dommage parce que le fascisme a vraiment été au cœur de ce changement et des grands changements. Et ça s'est aussi répercuté dans beaucoup de meurtres, donc dans les meurtres des piazza, de Stragi Bologna aussi, etc. E tutto è quella che è stata chiamata dal 1969 in poi, fino al 2 agosto 1980, la strategia della tensione. Prima, dopo il 1945, fino agli anni 60, c'è la repressione nelle piazze, i licenziamenti di massa di tutti gli operai che sono comunisti o iscritti al sindacato. Donc à partir de 1945 jusque dans les années 60, il y a eu cette oppression des gens qui étaient affiliés au Parti communiste et qui ont été vraiment carrément assassinés. Et il y a aussi eu cette stratégie de la tension des années 60 jusqu'au 2 août 1980 avec la bombe dans la station de Bologne. E sono tutte delle stragi o ordite dalla polizia rimasta quella di Mussolini o dai servizi segreti deviati di matrice fascista, quindi estrema destra. Donc, tous ces attentats étaient soit
on va dire, il provenait de cette idéologie de Mussolini, mais aussi des services, services secrets italiens, on va dire corrompus entre guillemets, qui ont, on va dire, autorisé ces attentats ou qui ont carrément organisé ces attentats. È tutto per creare una tensione sociale, un terrore che autorizzi una svolta autoritaria. Tout ça, Non dimentichiamo che nel 1970 un ex squadrista fascista tenta un colpo di Stato in Italia. donc c'est tout ça pour provoquer de la tension sociale et il ne faut pas non plus oublier que dans les années 70, il y a eu un ancien membre, un ancien soldat Oui, fasciste. il est un nobile, Junio Valerio Borghese s'appelle, qui a été dans la Decima Mas, une équipe criminelle de Mussolini qui fait des actions dans la guerre. Il a essayé un coup d'État en Italie. Donc, à 25 ans après la libération, l'Italie a eu une tentative de coup d'État. Le père de Franco Soneri, c'était un partisan. Et quand son fils décide de rentrer dans la police, il décide de rentrer dans la police parce qu'il est républicain, il croit à la République. Et le père est très fier de voir son fils rentrer pour défendre la République. Et il y a un épisode dans l'autre loi où Sonnery est dans tous ses états parce qu'il y a une petite manif devant le tribunal, je crois, ou devant le commissariat, et il y a des gens qui le traitent de fasciste. Oui, è autobiografico questo, nel senso che anche mio papà è stato partigiano, quindi ho come dire, traslato, ho messo nel personaggio Soneri un po' di me stesso in qualche modo, però appunto c'è questa, come dire, Soneri si rende conto che l'Italia che rinasce questo sentimento di destra e pensa a suo padre, quindi pensa a quello che è stata la generazione che si è sacrificata e che oggi invece vede vanificato lo sforzo. En fait, j'ai dupliqué un peu la réalité avec l'histoire dans le livre, parce que mon père était aussi partisan. Et Soneri remarque qu'il y a une montée du fascisme et il repense à son père et à sa génération qui s'est vraiment battue et qui a vraiment souffert pendant cette période à cause du fascisme. C'est une bonne transition pour passer à la personnalité que vous avez choisi de nous montrer, qui est un altro partigiano, Sandro Pertini, qui est né en 1896 et qui est mort en 1990, qui a été avocat, journaliste comme vous, résistant, député de l'Assemblée constituante, puis député de la République italienne, membre du Parti socialiste italien, président de la République italienne de 1978 à 1985 et ensuite sénateur à vie. Que représente pour vous cet homme, Sandro Pertini? Il rappresenta l'Italia libertaria, l'Italia della Repubblica, dei valori della Repubblica. È un uomo che ha speso tutto se stesso per conquistare quei valori. Donc il représente vraiment la liberté de la République et s'est vraiment battu pour que ça soit mis en place. È un uomo che è stato confinato, no, in un'isola del sud Italia perché è pericoloso, è fuggito, è tornato a fare la resistenza. E poi è un uomo che ha detto una cosa, a mio parere, straordinaria, che il fascismo non è un'idea, è un crimine. Donc il a été même mis on va dire en exil sur une île italienne au sud parce on pensait qu'il était dangereux et il dit même que le fascisme c'est pas une n'est pas un'idea ma un crimine. Voilà. Des hommes comme Sandro
Pertini, des hommes politiques comme lui, c'est une espèce en voie de disparition en Italie? Ah oui, je pense qu'un politique comme Sandro Pertini, c'est difficile aujourd'hui de retrouver dans l'Italie. Ah, excuse-moi, je suis un po' schizophrénique, no? Je parlo un po' italien. Un po'. È difficile trovarlo un politico di questo tipo perché è un politico che ha vissuto la politica sulla propria pelle, che si è speso, ha rischiato la vita, è uno che crede fermamente, no? C'est quelqu'un qui a, enfin, c'est difficile de retrouver un politicien de ce type parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vécu la politique sur sa propre peau et qui s'est battu et voilà. Oggi, benché vada, troviamo dei politici professionisti della politica, pochi. Molti politici invece sono, come dire, dei parvenus, no, alla politica, perché oggi fare politica è la scorciatoia per diventare ricchi e famosi in breve tempo. Ouais. Donc il y a certains qui sont des professionnels, mais il n'y en a pas beaucoup, et il y a aussi des parvenus qui l'utilisent pour être riches et fameux assez vite. Aussi, dans cette dernière enquête, Soneri parle beaucoup de ça, de la fin de la politique. Enfin, c'est la discussion de tout à l'heure avec Angela. Oui, la fine della politica deriva dal fatto che appunto noi non abbiamo una costruzione di mondo, un'idea di mondo che possa risollevarci dalla situazione attuale. Ça provient du fait que nous n'avons pas une idée du monde, pour reconstruire le monde. Faccio un passo indietro. Prima abbiamo parlato degli errori che si sono ripetuti. La crisi economica del 2008 è la stessa del 29. Donc la crise, un petit retour en arrière, la crise financière de 2008, c'est la même qu'en 1929. Anche allora ci fu l'idea che il mercato dovesse essere regolatore di tutto. Même à l'époque, on pensait que le marché devait être autorégulateur, donc il s'ajuste automatiquement. Dopodiché abbiamo avuto una catastrofe economica ed è arrivato non un bolscevico, ma un liberale inglese, John Maynard Keynes, che ha detto il mercato va regolato. Et par après, il y a eu ce fameux John Maynard Keynes qui dit que le marché doit être régulé par nous-mêmes, par des moyens. E chi lo regola? La politica, secondo un'idea di armonia della società, cioè l'economia deve essere, come dire, nel novero cioè di contribuire al benessere, alla ricchezza della società. Et c'est le gouvernement, donc la politique, qui doit influencer le marché, qui doit réguler le marché et de faire en sorte que l'économie contribue, le marché contribue au bien-être de la société. A partire dagli anni 2000 noi abbiamo tolto tutte le regole al mercato, compresa la distinzione tra le banche d'affari e le banche di raccolta risparmio. È quello che ha generato poi la crisi monetaria e i titoli tossici e il crollo di Lehman Brothers. Donc, et c'est à partir des années 2000 qu'on a vraiment aboli toutes les règles du marché. Notamment, on a plus fait la distinction entre une banque d'affaires et une banque d'épargne. Et c'est ça qui a contribué aussi à la faillite de Lehman Brothers. E da lì la crisi da cui non usciamo ancora. Quindi, tornando a prima, la storia non è maestra di vita, cioè gli uomini dimenticano facilmente, 2 o 3 generazioni azzerano tutto. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire n'apprend pas, les personnes oublient assez vite et on commet encore une fois les mêmes erreurs que le passé. On va tourner cette page-là. Je vous ai demandé de choisir un livre. Vous avez choisi ce livre-là. Je ne pense pas que j'ai besoin de traduire le titre en français. C'est un des
grand livre français du XXe. Quelle est l'importance de ce livre, Valerio, dans votre vie de lecteur et dans votre vie d'écrivain? Pour être un bon écrivain, il faut être un bon lecteur. Je sais que vous êtes un très bon lecteur. Pourquoi ce livre? Perché penso che sia uno dei più grandi romanzi del Novecento, per molte ragioni, per la forma con cui è scritto, per il contenuto, per avere raccontato un secolo in un romanzo. Donc, je ne sais pas si on arrive à lire finalement là, parce que peut-être c'est tout petit pour vous. Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, qui est un personnage politiquement horrible, mais comme écrivain, c'est un grand écrivain, un des plus grands écrivains. Je l'aime bien parce que c'est dans la forme, à cause de la forme et du contenu dans lequel le roman a été écrit. C'est un des meilleurs du 1900. Et il a raconté le siècle, dans la Première Guerre mondiale à la Fordisme et à l'écolonialisme. Il a parlé de tous les problèmes de le 1900. Donc il est un grand, énorme roman pour moi. Mais il est aussi un roman qui parle de l'existentialisme, parce que Barthélemy, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, Bardamu, ah oui. Et le protagoniste est un homme seul, un homme qui marche dans la vie, mais il n'a pas d'idées générales. Il se trouve devant des catastrophes, la Première Guerre mondiale, comme dit le Fordisme, le colonialisme, et la, comment dire, la meschinità, come si dice? être miskin. La meschinité de la petit bourgeois de la périphérie de la France. Non? Il raconte vraiment tous les... Et pour moi, et il a un style d'écrire qui est extraordinaire, nouveau, extraordinaire. J'écris un roman qui n'est pas un polar. J'écris aussi des romans historiques, politiques. Et un roman que j'écris s'appelle Lo stato di ebbrezza, l'état d'ivresse. Non? Et j'ai essayé de raconter une époque dans 1980 en Italie à 2011, la chute de Berlusconi, avec une modalité, un style, come dire, sopra le righe, icastico, expressionniste, comme un peu Céline, parce que pour moi c'est vraiment une leçon de style incroyable. Je fais juste une parenthèse parce que Valerio a la gentillesse de me faire des cadeaux, Sébastien aussi, merci. Il y a un auteur qui est important dans ta vie aussi, c'est Leonardo Sciascia. Je me souviens d'une rencontre à Mulhouse, à la librairie 47 degrés d'or, où Antoine Jarry avait fait entendre la voix de ces grands écrivains italiens. J'aimerais juste que tu en dises deux mots de Leonardo Sciascia. Ah oui, Leonardo Sciascia, c'est pour moi une école des Noirs, parce que quand il a publié Le jour de la chouette, 1962, il a raconté à les Italiens en Le Monde la modalité d'action de la mafia. Et pas les Italiens connaissent bien la mafia. On pensait que c'est des bandes des clans qui s'affrontent avec le fusil. Mais il a dit, n'est pas seulement comme ça. Et la mafia, c'est dans la politique et dans l'économie. Et donc, c'est pour ça que la mafia est devenue puissante. Et donc, il raconte tout ça avec une enquête d'une
pas d'un commissaire, d'un gendarme qui est de Parme, qui va en Sicile et ne comprend rien. Il est un monde qui ne comprend rien. Alors, les escamotages de Sciascia, génial, c'est que quelqu'un qui accompagne Bellodi, il explique à Bellodi comme la mafia il travaille. Et Sciascia a été prophète parce que il a dit à les Italiens, attention, la mafia, c'est en Sicile, mais n'est pas seulement en Sicile. Il monte la ligne de palmiers, comme l'appelle lui. Le palmier, il grandit où il y a le soleil. Dans mes environs, il y a des palmiers, mais ils sont un peu tristes, non? Parce qu'il y a le brouillard, il fait froid. Et donc, il a dit, la ligne de palmiers, il monte, il arrive à Rome, il arrive à Milan. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est par tout le monde. Et particulièrement, la mafia plus puissante, qui est aujourd'hui, c'est l'Andrangheta calabraise. Il fait des contrats avec le trafiquant de drogue colombien, les cartels, comme dit. Cartel. Ouais. Le cartel de Sinaloa, etc. Il fait des contrats pour la cocaïne, pour la drogue. C'est un multinational de la maladie. Donc. Et Sciascia, il a dit tout ça dans 1962. C'est génial. Lisez cet auteur italien extrêmement important. Si j'avais interrogé le commissaire... Et c'est un auteur engagé, beaucoup bien engagé. sûr, ouais. Si j'avais interrogé le commissaire Sonnery sur le choix d'un livre, peut-être m'aurait-il cité ce roman que votre personnage évoque dans L'autre loi. Je vais lire un tout petit extrait. C'est l'ouverture du chapitre 3. La nuit ramenait le commissaire à un dialogue avec lui-même, tandis qu'il marchait sous le grésillement des lampadaires, enveloppé par l'haleine humide de la rivière. La pensée du vieil homme l'obsédait. Jamais au cours d'une enquête criminelle, il n'avait éprouvé une telle curiosité pour un individu qui ne soit pas la victime. En traversant la Piazza Garibaldi, un livre de Simenon lui vint à l'esprit, L'homme qui regardait passer les trains. Donc on ne peut pas passer cette soirée sans parler un tout petit peu de Georges Simenon. Et comme Franco Sonnery n'est pas là pour me répondre, c'est vers vous que je me retourne, Valerio. On a souvent comparé votre œuvre à celle de Georges Simenon. Et il y a dans L'autre loi ce clin d'œil au père de Maigret, mais il y a aussi une piste dans l'enquête qui passe par la ville de Liège. Je sais d'ailleurs qu'il y a un monsieur tout à l'heure qui vous a vu à Liège. Il est venu ce soir de Coblence pour vous voir. Simenon, pour vous, ça représente aussi un auteur important. Sì, Simenon, io credo che tutti quelli che scrivono gialli o noir debbano a Simenon molto, nel senso che è quello che ha rivoluzionato un po' il genere, no? Je pense que il faut bien les auteurs qui écrivent des noirs et des jaunes, je traduis mot par mot, et ben ils doivent remercier Simenon parce que c'est vraiment un des meilleurs. Nella tradizione anglosassone abbiamo l'investigatore privato, no? Che sa tutto, come abbiamo detto. E Simenon introduce un funzionario dello Stato, dell'État français, no? C'est un policier normal, il ne sait rien. Simenon introduit, comme Valérie disait, un fonctionnaire français. Et c'est non comme nous, Maigret. Mais après, du côté de la production de Maigret, qui est pour moi un grand personnage, il y a tous les romans durs. Et donc, pour moi, le maître Simenon a fait l'école parce qu'il a produit des romans extraordinaires, des romans qui sont entre la tradition plus haute de la littérature européenne. Vous avez dit L'homme qui regarde passer le train. C'est un roman qui parle de la bourgeoisie
et de l'homme bourgeois qui voit, excusez-moi, qui voit son monde détruit. D'où il apprend que son patron, il est fui il a failli, non, il a fait faillite. Il a fait faillite. Il était failli, il est échappé avec la casse, l'argent, et lui qui admire le bourgeois, admire son patron, di colpo, Tout d'un coup. tout à fait, il est, comme dire, son monde, il est détruit, il tombe, non? Et c'est vraiment un roman qui exprime la crise de la bourgeoisie européenne pour moi, comme Thomas Mann et Buddenbrook, non? Comme Pirandello en Italie. Donc, pour moi, c'est un auteur très, très... Je ne sais pas s'il est, comment dire, il y a conscience de sa grandeur, non? Parce que, comme dit Céline, il est un génie stupide, non? Il est en machine à écrire. Mais il a, tout à fait, il a espresso, non? Il a exprimé la meilleure culture européenne. On terminera tout à l'heure par la musique de votre choix. Mais avant, on va laisser du temps aux questions du public. Je sais qu'il y a beaucoup de vos lectrices et de vos lecteurs dans la salle. D'autres qui vous découvrent. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'Italiens dans la salle. Je crois que je dois être à peu près le seul à ne pas avoir du sang italien dans les vannes ici. Mais j'ai à peu près compris tout ce que vous disiez, ceci dit. Voilà, c'était une jolie acrobatie. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène là-bas? C'est Elisabetta qui l'a. Oui, parce que je n'ai pas de sang italien, mais voilà, j'ai épousé une italienne. Pour la musique. Pour permettre à mon fils. J'ai dit pour la musique. La musique après. Après, ouais. D'abord, on va poser les questions du public. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, je sais que c'est toujours la première question. Voilà, il y a Bonjour, déjà merci beaucoup pour ce très bel entretien. Vous avez parlé au tout début de l'entretien du style giallo. Alors vous excuserez mon accent italien, moi j'ai vraiment 0% de sang italien. Polonais. Oui, polonais plutôt. C'est un style de roman que je connaissais pas. Par contre, je connais le style de film qui s'appelle giallo, aussi en Italie, qui mélange thriller, érotisme et film d'horreur. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre les deux, entre les romans et les films, et est-ce que c'était quelque chose qui vous avait un peu inspiré? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu parce que mon problème, c'est comprendre quand les Français parlent moins. Non? Et dans les bruits d'ici, je n'ai pas m'a expliqué Leonardo. Sì, ci sono dei legami molto forti tra il giallo e il romanzo poliziesco e la cinématographie et soprattutto les séries télévisives. Oui, il y a des liens entre les romans policiers et voilà, les films. E io stesso, la televisione italiana ha prodotto 3 serie di complessivi 14 episodi sulla seconda rete nazionale, tratte dai miei libri. Et une chaîne italienne a produit 14 saisons d'un livre que j'ai écrit.
e erano tutti ambientati nella pianura padana, in particolare nella città di Ferrara, e hanno mantenuto questa atmosfera nebbiosa, uggiosa, piovosa, e le prime 10 puntate sono state molto apprezzate dal pubblico italiano. Dans cette série, l'environnement était le même, plutôt comme à Parme. Donc c'était dans la ville de Ferrara, donc il y avait beaucoup de brouillard et du froid évidemment, et les gens ont beaucoup apprécié. E quello che ho notato è che tra il linguaggio, diciamo, scritto e il linguaggio delle immagini c'è uno scarto. C'è uno scarto, ma è giusto che sia così, perché comunque sono due linguaggi diversi. Quello che mi ha fatto piacere è che è stato mantenuto la integrità dei personaggi e la integrità del paesaggio, dell'ambiente. Donc bien évidemment, il y a des écarts entre on va dire, le langage écrit et le langage visuel. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont gardé l'intégrité des personnages et aussi des paysages. Est-ce qu'il y a une Je autre voulais juste préciser Sébastien. un truc. Quand Valerio utilise, et quand les Italiens, les écrivains italiens utilisent le terme giallo, en fait, ce qui correspond en France, c'est polar. Alors, vraiment, je le répète, ça vient simplement de la couverture, de la couleur de la couverture des premières séries de polar, comme les premières séries de polar en France étaient noires et jaunes, les premiers Agatha Christie notamment. Donc, c'est vraiment un terme. Quand on s'est rencontrés, moi, je lui disais noir, il me disait jaune. Mais en fait, on dit exactement la même chose. Simplement, c'est ce terme, et c'est pour ça. Et après, en Italie, par exemple, Valerio, quand il veut exprimer un type de roman policier, il va les appeler noirs en français. Ça renvoie à un type d'ouvrage sociaux, engagés, comme il vous l'a expliqué ce soir. Mais giallo, c'est le terme générique pour dire polar, quoi. Voilà. Et après, effectivement, c'est une différence avec le giallo dans le cinéma, qui est un courant du cinéma. C'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a une autre question? Là, il y a... Voilà. Merci. Moi, je voudrais savoir si le commissaire Soneri serait intéressé par faire une enquête après la mort de Pier Paolo Pasolini, qui a été assassiné pour des raisons un peu politiques aussi, puisqu'il était communiste. Allora, Pasolini è stato un autore fondamentale per quello che ha espresso a livello civile, di impegno, no? E lui ha detto una cosa molto importante: in un paese come l'Italia, dove le grandi stragi spesso non hanno avuto colpevoli, Pasolini était un auteur très très important pour tout ce qui était le civil. Il a dit que les attentats n'étaient pas... il y a eu, comme nous avons dit, de massacres en Italie, mais seulement dans le massacre de Bologne a eu une conclusion, le procès, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés les fascistes. Mais tous les autres, Piazza Fontana, Milan, Brescia, etc., ils n'ont pas... On sait, tout le monde sait que c'est des massacres par des fascistes, mais le procès n'est pas arrivé à condamner le personnage qui a fait matériellement les massacres. Et donc, dans un pays qui n'a pas... parce qu'il y a les services secrets qui sont restés fascistes, parce qu'il y a des déviations de dépistage, non? De dépistage. Et alors, Pasolini a dit, je ne sais pas qui a été, mais je sais
non? Et tous les contextes où est sorti les massacres. Et il a dit, je ne peux pas te démontrer, comme devait faire le juge, le journaliste, etc., mais je te peux montrer à travers, par le moyen de la fiction, c'est-à-dire l'écrivain peut avec une métaphore pour reconstruire la réalité et montrer à les lecteurs la réalité qui a commis les massacres. Donc, dans ces idées, c'est-à-dire que les écrivains deviennent le substitut de le magistrat, non? Parce qu'il raconte la vérité sans avoir les preuves techniques. Donc. Seulement à Bologne, il est arrivé à le procès, à condamner le néofasciste et aussi à condamner le mandant, celui qui a ordonné le massacre, c'est-à-dire un maçon, une loggia, comme dit, Une loge maçonnique. une loge maçonnique qui s'appelle P2, et qui a le chef de la P2, Licio Gelli. Il a donné dans ses concurrents étrangers beaucoup d'argent à les NAR. NAR, c'est une formation néofasciste qui a mis la bombe à la gare. Ouais. Juste pour répondre à ta question, sur la mort de Pasolini, moi je me souviens d'un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années aux éditions du Seuil. Je n'ai pas le nom de l'auteur là, qui me vient, mais je sais où il est dans ma bibliothèque, qui est une enquête sur la mort de Pasolini. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question par là-bas voilà. Et la mort de Pasolini, c'est notre mystère, hein, parce que il a dit, le procès a dit qu'il a été Pelosi, son copain. Mais dans la réalité, après, on a démontré que sur les endroits où a été tué Pasolini, il y a beaucoup de personnes. Et de témoins, et on dit qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, peut-être, c'est presque sûr qu'il a été la maladie de Rome et de ambiants d'extrême droite qui a tué Pasolini. Hervé, Bonsoir. Moi, j'ai une question sur un auteur contemporain italien aussi engagé, et je voulais savoir ce que vous pensez d'Eri De Luca. Ah oui, Eri De Luca, il est beaucoup engagé et il est un écrivain qui a beaucoup de succès en Italie. Et surtout, c'est un intellectuel qui a réfléchi beaucoup sur la réalité d'Italie. Et il a une qualité extraordinaire qui c'est l'écriture. Il a une écriture extrêmement efficace, mais aussi poétique. Il est un point de référence, pour dire. Point de référence. Point de référence d'une littérature haute en Italie. Une autre question? Sinon, j'en ai une. Hein. J'ai posé celle que j'ai. Mais elle ne s'adresse pas à Valerio, elle s'adresse à Sébastien Vespizer. Il y a déjà 10 enquêtes du commissaire Soneri. On sait qu'on est en retard en France sur la publication des Soneri. On en publie un par an. Est-ce qu'on va rattraper un jour ce retard ? Alors, écoutez, il faut dire à Valerio qu'il arrête d'écrire. Je veux dire que... Valerio va répondre déjà, puis après Sébastien. Vas-y. Ah non, excuse-moi. Vas-y. Non, je veux dire que dans le dernier livre traduit en France, L'autre loi, je pose des questions
à la politique. Je suis petit, mais j'ai fait par le livre des questions, je pose des questions. C'est-à-dire que le rapport avec la culture occidentale et l'islamisme extrême, il y a deux choses que la politique devait rendre claires, c'est-à-dire la loi. La loi, c'est la loi de l'État, c'est la loi de le maire ou c'est la loi de l'imam. Première question. Deuxième question, c'est la situation, la condition de la femme. Et pour moi, pour nous, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Non, c'est la même. Il n'y a pas de différence offrant à l'État. Dans la culture de l'islamisme extrême, il n'est pas comme ça. Et donc, il faut rendre clair, parce que si on pense que la femme, par exemple, c'est moins que l'homme, alors nous reculons dans un monde qui nous avons laissé dans les pots. Et tous les conquêtes qui ont eu besoin de lutte, aussi de morts et de bagarres, ils sont annulés. Et ce n'est pas possible, non? Mais, donc, le livre pose la politique. Il ne veut pas résoudre la question. Il fait de chicane, non. Mais il n'affronte pas la question. C'est en tout cas l'objet de grandes discussions dans le livre entre Angela et Franco, évidemment. Je trouve que c'est un des livres les plus forts de Valerio Varesi. Et je trouve qu'on y... Et puis je laisserai après la parole, je laisserai répondre Sébastien sur la publication des prochains. Je trouve aussi que Franco est de plus en plus grave aussi. De plus en plus en colère, de plus en plus inquiet sur ce que son pays est en train de devenir. Dans le premier livre, il est un mélancolique nostalgique. Dans le dernier, c'est énervé, il est fâché pour la situation du monde. Sébastien, tu réponds sur la publication des... Alors, en fait, nous, on a créé une maison d'édition il y a 9 ans. Et au moment où on crée la maison d'édition, le premier livre qu'on va publier, c'est Le Fleuve des Brumes, qui est, pour tout vous dire, le 4e de la série, que nous publions en accord avec Valerio. On décide vraiment qu'on démarre. C'est le premier roman dans lequel apparaît la compagne de Soneri, Angela. Et à l'époque, il y a déjà en Italie 7, 8, 9 Soneri. Donc, nous, en tant qu'éditeurs, on a une responsabilité. Alors ça, c'est ma vision de l'édition en tant qu'éditeur en France. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous vous rappelez d'un auteur suédois qui s'appelle Mankell, qui est encore adapté. Il y a une série à la télé en ce moment là, qui s'appelle Le Jeune Wallander, qui avec est Kurt Wallander, qui est dérivé de son personnage. Eh bien, en France, ça a été publié au moment où on a traduit le premier livre du suédois. C'était de la même façon pas du tout le premier de l'auteur, et on les a traduits dans n'importe quel ordre. Donc, par exemple, son flic, il avait une fille. Alors, un coup, elle a 5 ans. Le livre d'après, elle a 15 ans. Le livre d'après, elle n'est pas née. C'est insupportable. C'est un manque de respect, pour le travail de l'auteur ou de l'autrice,
Et 2, c'est se moquer ardemment de la lectrice et du lecteur. Vous achetez tous les ans votre livre, ou vous allez à la médiathèque, et donc, vous vous dites, c'est bizarre, la dernière fois, elle avait 15 ans. Et là, elle a 5 ans. Mais pourtant, c'est le nouveau livre, donc il est censé être après. Parce que c'est bizarre, il ne fait pas un retour dans le passé, ça semble être le présent. Donc nous, par respect pour Valerio Varesi, par respect pour son travail d'écrivain, d'abord on les publie dans l'ordre. Donc on a fait le 4e, puis on a fait le 5e, puis on a fait le 6e, et ainsi de suite. Donc ce qui vous permet, vous, en tant que lecteur, même si c'est de la traduction, de voir l'évolution d'un auteur. Un auteur, quand il a écrit 6 romans, c'est pas le même que quand il a écrit 1. C'est pas la même plume, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes préoccupations, c'est pas la même vie chez lui, sa vie intérieure, sa vie personnelle. Du coup, si vous avez une évolution des personnages, vous risquez pas d'avoir la gamine qui a 15 ans, 5 ans, pas née, 3 enfants, enfin bon, voilà. Et donc, nous, pour des raisons éditoriales, on ne peut pas, en France, publier 2 livres du même auteur la même année. C'est-à-dire que si nous décidons avec mon associé de publier un livre au mois de mai de Valerio Varesi et un livre au mois de septembre ou au mois d'octobre de Valerio Varesi, on ne vendra ni l'un ni l'autre. Bon, moi je suis désolé, je suis éditeur, hein, mais j'aime bien manger de temps en temps aussi, donc il faut bien que je vende des livres. Et voilà, donc nous on en publie un par an. Alors ce que j'espère, c'est que de temps en temps Valerio il fasse une pause, qu'il écrive plein d'autres trucs. Ah, mais il faut qu'il mange aussi. Et donc, mais qu'il me fasse une pause avec les sonneries, et à chaque fois qu'il me fait une pause, je gagne 1 an. Et on se rapproche. Et Valerio, un jour, il me dit, mais pourquoi tu publies pas les derniers? Parce que les sujets, eh bien évidemment, sont plus en phase avec ce qui se passe en Italie, que ce soit politique, social, bon, c'est à peu près la même chose qu'ici. Donc, il me dit, mais moi, je lui dis non, je ne lâcherai pas. Et alors, pour celles et ceux qui ont lu Valerio, quand vous regardez les dates de publication en Italie, eh bien, c'est hallucinant. Valerio, il a valeur de prophète. C'est comme s'il avait une petite antenne, là, et c'est souvent le cas des auteurs et des autrices. Ces gens-là sont connectés au monde différemment de nous. C'est comme s'ils étaient photosensibles. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ils absorbent quelque chose qui est dans l'air. Si on s'y mettait tous, on y arriverait. Mais eux, ils l'écrivent et c'est comme si ça allait advenir. Mais en fait, c'était déjà là. Simplement, ils ont pris un petit bout, paf, et ils font une histoire. Et c'est dingue. Pour moi, Valerio, c'est un guide. Alors, si vous allez à Parme, pour le coup, ça va être un vrai guide de voyage, vous verrez. Hein. Vous retrouverez, il a inventé un restaurant, mais qui ressemble terriblement à un restaurant qui existe vraiment à Parme. Je sais parce qu'il m'y a emmené. Et ça ressemble vraiment beaucoup. Et voilà. Mais vous êtes... Mais en même temps, j'ai l'impression de mieux comprendre l'Italie. Et par conséquent, comme je crois que c'est un écrivain universel, j'ai aussi l'impression de mieux comprendre mon pays, moi, le français. Merci pas beaucoup. Du tout sans italien. Merci beaucoup, Sébastien. Je voudrais signaler, parce que je ne l'ai pas dit, le travail de traduction de ce nouveau sonnerie qui est fait par Gérard Leca, qui est assez remarquable. On va passer à la partie musicale et terminer là-dessus. Les livres sont en vente juste à côté et demain on retrouve Valerio à 11h précise en italien au Café Les Beaux Jours avec Philippe Poivret dans le Café Italien. Voilà, le show de la musique, c'est ça, c'est l'Aïda de Verdi. Pourquoi ce choix de cette musique et d'un morceau particulier de cet opéra de Verdi? Mais je pense que il rassemble un peu l'Europe, non? Représente un peu l'Europe, non? C'est une musique universelle, c'est une musique, je crois beaucoup dans l'Europe et mon éditeur, il est
justement éditeur, maison d'édition d'Europe. Et donc, je pense que Verdi, il est universel, il peut être écouté par les Allemands, les Italiens, les Français et les Espagnols. Et comme toutes les grandes musiques, c'est une musique qui unit le pays et les gens. Ce qu'on va écouter, l'extrait qu'on va écouter pour terminer, c'est la marche triomphale, en plus, de l'Aïda de Verdi. Et ça a été l'hymne de ralliement, justement, des partisans de l'unité italienne. Et là aussi, Verdi, a été le prophète de l'unité d'Italie. À Milan, la Scala, avant de l'unification d'Italie, on jetait à les Autriches qui dans la platée des affiches de petits dépliants avec Viva Verdi, qui est Viva Verdi, le musicien, et c'est l'acronyme de Vittorio Emanuele Eredità. Et donc, c'est le double sens qui fait le résumé de la musique de Verdi. On va terminer là-dessus. Merci infiniment, Valerio Varesi. Merci infiniment. On va terminer sur ça. On va écouter la musique. On va vous retrouver en signature juste à côté. Merci Leonardo pour cette acrobatie. Mais je crois qu'on a compris aussi beaucoup des mots de Valerio de toute façon. Merci à tous. Merci à toi Pascal et à Leonardo. J'ai mis en difficulté Leonardo, mais me pardonnera.
Thank